Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur l'épisode 6 de la saison 8 de The Walking Dead. Aujourd'hui, je pense que je serai assez rapide car il s'agit d'un épisode de transition, un petit peu comme 8 des 16 épisodes de cette saison, j'ai l'impression en tout cas, et même si on voit beaucoup de personnages à l'écran, il ne se passe pas vraiment grand chose. Comme d'habitude, je vais traiter l'épisode groupe par groupe, et justement on découvre que la coordination du plan de Rick s'effectue par échange de courrier. À dire vrai, je ne pense pas que ce soit très réaliste tout ça, et je me demande qui joue les postiers, et en quoi ce système serait plus sécurisé que les talkie-walkie, mais bon, je pense que c'est avant tout une idée de mise en scène. Au moins, ces lectures en voix off qui ouvrent l'épisode ont l'avantage de nous donner un point de vue d'ensemble sur le déroulement du plan, et il faut dire que c'est plutôt bienvenu. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se passe bien pour Rick et ses potes, puisque le sanctuaire est coupé du reste du monde à cause de la horde de walkers, il épuise peu à peu ses ressources, et les avant-postes ont été détruits, certes au prix de la majorité des combattants du royaume. Alors oui, c'est vrai, dans son speech par courrier, Rick revient sur les pertes humaines subies par ses potes, mais en gros, il faut pas se le cacher, les gens ont beaucoup plus été affectés par la mort de Shiva que par celle d'Eric, faut bien dire qu'elle avait de bien meilleures lignes de dialogue que lui. Et c'est donc dans le cadre de ce plan que Rick va se jeter dans la gueule du loup des poubelles en allant toquer chez Jadis avec sa bande de grunge silencieux qui marche en spirale. Bon alors oui, c'est vrai, j'avoue, dit comme ça, le plan de Rick a l'air un peu con, mais je suis sûr qu'il doit au moins cacher un atout dans sa manche. Bon, le problème c'est qu'il n'a plus vraiment de manche maintenant qu'il est à poil dans un container. D'ailleurs, on découvre les tendances pseudo-naturistes de Jadis qui fait des sculptures de fil de fer avec juste un tablier rouge. Ok, on n'est plus à ça près pour cette bande de débiles, j'ai envie de dire, qui n'a toujours pas d'explication pour sa façon super bizarre de parler d'ailleurs. Et malgré les preuves apportées par Rick sous la forme des photos, comme je le supposais d'ailleurs dans la dernière vidéo, on a le vieux sage des poubelleux qui répond « Mirage et menace », comme si c'était très intelligent, ok super mec. Résultat final, Rick se retrouve enfermé, et moi naïvement je pensais que c'était vers lui que Michonne partait, mais non. Même si on peut supposer qu'elle doit bien connaître les détails du plan de Rick, Michonne a l'air plus préoccupée par aller voir des walkers qui sont en train de gratouiller les murs du sanctuaire que par la sécurité de son mec. Bon. De toute façon, je dois dire que tout ce petit road trip de Michonne et Rosita était bizarre, et ça m'ennuie parce que j'aime beaucoup Michonne et j'étais content de la revoir enfin à l'écran, plutôt que de m'attarder sur de trop nombreux personnages dont je n'ai pas grand chose à carrer. Du coup, les deux convalescentes découvrent par hasard la cachette des deux sauveurs. Certains me diront que je me pose trop de questions, mais désolé, je suis un peu là pour ça. La question la voilà, pourquoi ces deux abrutis de sauveurs laissent-ils jouer la musique aussi longtemps? S'il s'agit de tester leur installation, peut-être qu'ils auraient pu régler le volume un peu moins fort, ou tout simplement laisser jouer ça que quelques secondes. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le hasard est carrément du côté des héros cette fois-ci, et c'est loin d'être fini dans cet épisode. On a ensuite droit à la petite séquence d'infiltration ratée et à la scène d'action médiocre. On sent qu'elles sont en petite forme, entre Rosita qui perd son arme et Michonne qui a encore mal partout suite à sa baston à mort de fin de saison 7. Alors oui, je reconnais volontiers que le coup du lance-roquette dans la gueule du mec par Rosita fait sourire, mais bon, c'est pas non plus la nouveauté du siècle. Mais si vous le permettez, petit retour en arrière avec Daryl et Tara qui sentent qu'ils sont sur la même longueur d'onde vengeresse et partent eux aussi pour un pique-nique de la mort vers le sanctuaire. Et paf, Daryl a dû faire péter la microtransaction pour passer en mode pay to win et se retrouve dans un gros camion poubelle pile au bon moment pour déglinguer la sono des sauveurs. Allez, si ça pouvait encore passer niveau crédibilité, lorsque Rick et Daryl dans un précédent épisode avaient récupéré le gros calibre qui avait échappé à Carol parce qu'elle devait aller sauver le petit Ezekiel, eh bien là je pense que niveau logique, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bon, tout ce petit monde décide ensuite d'aller mater du Walker pour certainement ensuite faire foirer tout le plan de la bande en essayant de faire je ne sais quoi au sanctuaire. En résumé, je ne sais pas si vous avez la même intuition que moi, mais j'ai bien l'impression qu'il fallait que la connerie vienne de l'intérieur même des rangs du camp de Rick, tellement Negan était dans la merde. Mais puisqu'on parle de comportement aberrant, il est temps de passer au gamin dans les bois. Non, pas celui-là, Carl. Bon, ceci dit, le personnage de Siddiq est plutôt rafraîchissant et sympathique, ce qui fait du bien. Je suis certainement amer dans mes propos, oui, je reconnais, mais je dois dire que depuis la mort de Glenn, je crains que la série ait perdu au final une bonne partie de son capital sympathie. On apprend donc que Siddiq applique une idée de sa mère qui consiste à tuer les walkers pour essayer de libérer l'âme de ceux qu'ils étaient auparavant. Et j'ai bien aimé ce passage car je dois dire que moi-même je me suis posé la question, si j'étais confronté à une telle situation, que ce soit pour moi-même ou pour un proche, je pense que détruire le Walker, c'est encore la meilleure solution dans le doute existentiel. Que Carl aille à la rencontre de Siddiq, c'est plutôt intéressant, et quand je parle de comportement aberrant, je fais en fait référence à leur petite échauffourée avec les bouffeurs de rennes, et je fais référence à ce groupe-là, pas à des Anglais qui seraient devenus cannibales.
Et ce qui est sans doute le plus intéressant dans l'échange entre les deux personnages, Carl et Siddiq, c'est la question d'honorer les parents et le fait que Carl explique qu'il faut qu'il trouve sa propre voie afin d'ensuite y guider son père. Fini le patin à roulettes avec Enid, j'ai l'impression. Et si on se souvient bien des flash-forward du premier épisode, on se dit que Rick retiendra bel et bien la leçon de compassion de Carl, mais on se demande qui devra encore mourir entre-temps. Évidemment, la compassion et la miséricorde restent au centre des préoccupations morales de cette saison 8, comme l'illustre la situation des sauveurs qui sont prisonniers à la colline. Et Jésus distribue des navets comme si c'était des M&M's et Carol n'est pas contente. Ce qui m'a bien plu dans cette scène, c'est quand même Enid qui donne des ordres à Gregory, j'ai adoré. Et ensuite, on a donc ce dialogue entre le sauveur au brushing et Jésus en mode peace and love, un dialogue qui vient encore nous rappeler qu'ils sont aussi des humains les sauveurs, merci pour la nouveauté. Au final, gros soulagement pour le maître du kung-fu en manteau long, puisque c'est un enclos que Maggie a fait construire et pas une potence. Mais ce qui vient tout décrédibiliser en revanche, c'est de laisser la vie sauve à ce connard de Jared alors qu'il tente de piquer le flingue à la ceinture de Diane. Un coup de crosse dans la tronche n'est vraiment pas suffisant au vu des circonstances et de l'état d'esprit que Maggie confirmera ensuite à Jésus. Ce ne sont pas des prisonniers de guerre sous la Convention de Genève, hein. Non, c'est une monnaie d'échange. Alors évidemment, la scène précédente entre Maggie et Gregory revient en pleine face de ce dernier. Maggie écoute ses tripes et enferme l'ancien leader de la colline avec les sauveurs. Et là, je dois bien reconnaître que l'interprète de Gregory continue à s'amuser comme un petit fou dans ces scènes. Ah, il est bon, hein, ce Xander Berkeley. Mais les tripes de Maggie, alors justement, parlons-en. Non, j'ai pas envie de vous parler de Dulcolax ou autre, hein, je vous rassure, mais elle n'est pas censée être enceinte et avoir besoin d'un docteur. Et le seul bébé dont on voit poindre le bout du nez, c'est Grace, dont Aaron s'est bien vite débarrassé dans les bras de Maggie, comme tout le monde l'aura remarqué. La scène de discussion autour du deuil sonnait plutôt faux malheureusement. Ce qui est plus intéressant, c'est de deviner où partent Aaron et Enid, et à mon avis, c'est du côté d'Oceanside. En effet, je pense que tenter de recruter cette communauté serait une bonne mission pour Aaron et Enid, et s'ils emportent quelques photos qui prouvent que les sauveurs sont clairement en train de perdre, eh bien ça pourrait vraiment faire office d'une belle cavalerie quand les choses tourneront mal. Oui, parce que forcément à un moment les choses vont tourner mal, hein, faut pas se faire d'illusions. Je tenais à terminer cet avis sur ceux qui nous envoient quand même les meilleures scènes d'acteurs, à savoir Carol et Ezekiel. Bon alors j'avoue, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que Carol foutait dans les bois quand Henry la suit, mais j'ai bien aimé sa décision de lui filer un flingue, ça me rappelle les cookies d'Alexandria, tiens. Et c'est carrément au fusil à pompe qu'elle compte ouvrir le théâtre d'Ezekiel, heureusement que Jerry, le chevalier au crumble, est là pour lui dire que c'est déjà ouvert. Même si la scène de Carol et Ezekiel reste imparfaite, notamment quand le roi nous ressort encore une fois sa ligne « And yet I smile », on peut dire quand même que ce face-à-face des rescapés de l'Apocalypse était bien joué. Carol explique à Ezekiel qu'elle joue un rôle en permanence pour les autres, et c'est le devoir d'Ezekiel d'en faire autant s'il n'est pas capable de vraiment devenir ce fameux roi fédérateur. L'émotion passe entre les deux quand le roi déchu lui avoue qu'elle lui donnait le sentiment d'être réel. Ce qui est agaçant en revanche, c'est qu'Ezekiel ne finisse pas par réagir positivement aux appels du pied de Carol. On n'a pas envie de te voir pleurnicher pendant 8 épisodes encore, Ezekiel, hein, bouge ton cul. Mais en termes de développement de personnage, il faut souligner que pour Carol, le fait d'avoir fait demi-tour pour savoir pourquoi Ezekiel venait la voir est une très jolie évolution. C'est mon côté fleur bleue ça, qu'est-ce que vous voulez, je suis incorrigible. Un petit mot quand même sur la révélation qui a été faite concernant le crossover entre Fear the Walking Dead et The Walking Dead, et oui, c'est le personnage de Morgan qui devrait faire son apparition dans le spin-off. En effet, pour bien comprendre, il faut savoir que les événements de Fear the Walking Dead se déroulent environ 3 ans avant ceux de la série principale, et mon avis sur la question, c'est que Morgan c'est quand même un drôle de choix, puisqu'il était quand même bien timbré à cette époque, mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, je ne regarde pas Fear the Walking Dead, donc pensez à vous abonner à la chaîne, j'ai besoin de vous, et puis mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo si elle vous a plu. Je tenais aussi à remercier ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Comme vous le voyez, j'ai acheté un peu en avance, parce que je n'ai encore pas touché un centime de Tipeee, un nouveau micro, j'espère que le son vous plaît, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, a priori dès mercredi. Salut!